pas tous du coup. Bienvenue sur la présentation d'Allegina où on va vous parler des solutions biosourcées et bas carbone qu'on a mis au point autour de la gestion de l'eau. Donc déjà pour commencer, petite présentation sur qui nous sommes. On est une jeune société qui a été créée fin 2018 autour d'une idée, réemployer la coquille d'huître pour fabriquer des produits en fait, autour de l'environnement, autour de la création de nouveaux process dans cette idée d'aller toujours sur un bilan positif sur le carbone ou en fait avoir un impact positif. Quand on a découvert ce que ça représentait la coquille d'huître, c'est à peu près 150 000 tonnes de produits par an. Et sur ces 150 000 tonnes, il y en a en gros 5% qui vont être réemployés dans différentes initiatives et il y en a 95% qui vont finir en enfouissement, en incinération. Donc quand on a découvert cette quantité de produits, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir développer, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre au point qui va en fait avoir un impact et qui va servir à quelque chose dans le futur. Donc la démarche qu'on avait autour des impacts, ça a été de limiter dans un premier temps les enfouissements et les incinérations. Donc sur ces 150 000 tonnes, la plupart c'est de l'enfouissement, c'est celle que vous mangez à Noël, que vous ne savez pas quoi faire. On voulait fabriquer des produits les plus locaux possibles, donc favoriser au maximum l'économie circulaire. On voulait travailler sur la gestion de l'eau, parce qu'en fait on avait eu des indicateurs autour de nous à ce moment-là que voilà, on avait fait n'importe quoi, notamment dans la construction pendant un grand nombre d'années, et on avait voulu contraindre l'eau, on avait voulu tout imperméabiliser, et aujourd'hui on commençait à payer un petit peu le prix des erreurs qu'on avait pu faire, et donc on a eu vent que la gestion de l'eau c'était quelque chose qui devenait très très important. On voulait également limiter les îlots de chaleur urbains, on le voit avec toutes ces zones qui sont très enrobées avec des grandes surfaces noires, on se rend compte que vivre l'été qui sont de plus en plus chauds dans ces surfaces-là, c'est compliqué. Et on voulait en fait, à la fin, diminuer le bilan carbone des produits ou alors des projets dans lesquels on allait travailler. Donc pour ça, on a mis au point deux produits. Le premier, c'est un pavé bas carbone perméable qu'on a appelé VivaWay, qui est en cours de changement de nom. Mais la conception de ce produit-là, c'était assez simple. C'était de désimperméabiliser, donc de laisser passer l'eau et de recréer en fait les cycles naturels de l'eau qu'on connaissait avant. Donc c'est ce qui fait qu'on a un produit en fait qui est aujourd'hui en pose bord à bord, qui va être très confortable d'usage. On n'a pas besoin d'utiliser de joints pour laisser passer l'eau. C'est un produit qui est vraiment totalement perméable. On voulait apaiser les îlots de chaleur urbains. Donc pour ça, on a fait le choix de travailler avec des ciments bas carbone qui sont naturellement clairs. De la sorte, on va éviter les aménagements avec des enrobés foncés ou alors des couleurs foncées. Et la couleur blanche va permettre ce qu'on appelle l'effet albédo, donc la réfraction des rayons UV pour avoir en fait des conforts thermiques en ville plus intéressants. Et le troisième point, c'était du bas carbone, du local et du responsable. Donc pour cela, nous aujourd'hui, on est basé en Vendée. On fabrique nos pavés juste à côté, dans la région angevine, sur le Lion d'Angers, avec un groupe en fait qui s'appelle la SFAC, qui est propriétaire de carrières, qui sont également issus d'Angers. Et donc on essaye d'avoir en fait le bilan de fabrication le plus proche possible pour avoir l'impact le plus limité possible. L'avantage de ce produit, c'est notamment ses performances. Au-delà d'être un produit qui est biosourcé, qui est écologique et qui est local, il fallait quand même qu'il réponde aux enjeux qui lui sont demandés. Donc sur un pavé, ça va être notamment la perméabilité et la résistance. Donc aujourd'hui, sur les pavés, on va jusqu'à 30 kg par mètre carré de produits de coquillés. Pour nous, c'est un choix en fait d'aller au maximum de ce qu'on pouvait faire, pas pour un aspect greenwashing, mais pour un aspect performance. Donc aujourd'hui, ce 30 kg par mètre carré nous permet en fait d'avoir des normes de perméabilité 15 fois au-dessus de ce qui nous est demandé pour être considéré comme un produit perméable. Donc c'est vrai que l'eau, vous pourrez le voir, en fait, on est juste derrière les petits stands. Vous avez une petite cabine où on fait passer l'eau à travers, c'est immédiat, et dès qu'on arrête l'eau, il n'y a rien qui n'est stocké à l'intérieur. C'est également un produit qu'on a mis dans plusieurs formats et plusieurs dimensions pour répondre à tous les enjeux en fait, d'aménagement que vous pouvez avoir. La solution actuelle, avec des pavés en béton, généralement on prend toujours des pavés qui font 8 cm d'épaisseur parce que ça coûte pas très cher, parce qu'on peut en produire des centaines et des centaines, et que ça soit pour un poids lourd, un véhicule ou alors un piéton, on va pas se poser la question, on va mettre le plus gros pavé qu'on ait. Nous on a voulu en fait adapter vraiment les produits à l'usage, parce que pour nous vendre un pavé qui fait 8 cm d'épaisseur quand c'est un piéton qui va marcher dessus, c'est pas d'intérêt, c'est vendre plus de ciment, c'est vendre plus de granulats, c'est vendre un produit plus cher que ce qui est vraiment nécessaire. Donc on a décidé de diversifier en fait nos formats. On a également diversifié nos teintes pour pouvoir sur les aménagements aller réaliser et les parkings, et les places de stationnement, et les bandes pododactyles, et les marquages, et pouvoir aussi s'adapter au maximum aux projets dans lesquels on travaille. C'est pas de ramener toujours un produit en se disant voilà, nous il est gris, c'est un produit en ciment et vous faites ce que vous voulez autour. On va vraiment essayer de s'adapter. Donc quand on va être sur les bords de côte, on va travailler avec des granulats plutôt quartz qui ressemblent à du sable. Quand on va travailler sur les côtes bretonnes, on va travailler avec un granulat plutôt rose pour aller reproduire un petit peu les projets de la côte de granit rose. Et on essaye vraiment de s'adapter au maximum à nos clients. Le tout avec un produit
qui est très simple de mise en œuvre, qui se pose comme un produit classique, qui n'a pas de contraintes spécifiques autour de cela. Donc voici quelques aménagements qu'on a pu réaliser dans le passé. On en a notamment pas mal dans la région 49. Oui. On pose des questions à la fin, oui, tout à fait. Si, bon, après, on peut le faire maintenant, on n'est pas 15 000. Dites-moi. Oui. Ouais. Alors, c'est une norme du CERIB. En fait, il y a une norme qui existe. Ça marche pas? Ah oui, pour la question. Tout le monde a entendu ou pas la question? La question c'était, quand on parle de perméabilité 15 fois au-dessus de la norme, c'est quoi la norme? En fait, quand on parle d'un produit perméable, il y a deux manières de tester la perméabilité d'un produit. Il y a deux protocoles qui existent au CERIB. Donc le CERIB, c'est l'organisme certificateur des produits en béton. Il y a un premier test qui existe sur une zone d'1 mètre carré. Donc en fait, on réalise 1 mètre carré de pavé, on fait couler de l'eau dessus, on voit combien d'eau passe. Et nous, on a fait le test sur un produit. Donc sur un produit qui fait 20 cm par 20 cm, on a mis un certain volume d'eau. Et là, en fait, il y a une norme qui existe sur un produit. Alors, elle est un peu barbare. Il faut laisser passer 540 litres d'eau par seconde, par hectare, pour être considéré comme un produit perméable. Nous, sur ce même test-là, on n'est pas à 540, on est à 8000 litres d'eau. Donc on est 15 fois au-dessus de cette norme-là. Et on va faire bientôt les tests sur l'échelle d'1 mètre carré. Et là, on sera encore plus performant parce que forcément, la surface est beaucoup plus grande. Donc vous faites passer des volumes d'eau bien plus importants. Sur les aménagements qu'on réalise aujourd'hui, c'est vrai qu'on a travaillé principalement jusqu'à présent soit sur des marchés publics, soit sur des marchés privés, sur des gros aménagements, donc des grandes voiries, des stationnements, notamment celui qu'on voit aujourd'hui, le plus gros qu'on ait fait, c'est celui qui est tout en haut à droite, c'est les parkings de Thales à Cholet. Donc on a quand même réalisé 2500 m² de stationnement pour eux, avec l'intérêt du groupe qui avait fabriqué d'aller chercher des normes, notamment des normes BREEAM et des normes HQE. Et c'est aujourd'hui une des solutions pour les groupes en fait et pour les projets d'aller chercher ces pourcentages de biosourcés, ces bilans carbone de produits avec l'utilisation de notre pavé. De plus en plus, on se diversifie. On est en train de travailler maintenant sur beaucoup de projets. On se rend compte de problèmes dans les cours d'école, des imperméabilisations des cours d'école, des voiries piétonnes, des voiries cyclables, ce genre de choses. On n'a pas de limite, on travaille partout en France, on a déjà fait plusieurs projets en Europe et on sait répondre à tous les enjeux parce qu'on a une capacité de fabrication aujourd'hui qui est de l'ordre de 1000 m² par jour. Donc on peut répondre assez aisément à tous vos projets. On a également un deuxième produit qui a été créé après les pavés et qui relève un petit peu d'une erreur à la base. C'est une toiture végétalisée. Waouh, c'est très flashy. C'est une toiture végétalisée. En fait, on avait produit des petits granulats pour nos pavés qui étaient complètement propres, complètement lavés, qui ont été stockés en extérieur et qui ont été oubliés derrière une machine. Et quand on les a retrouvés, on s'est rendu compte qu'il y avait une végétation très luxuriante qui s'était installée à l'intérieur avec rien d'autre que de la coquille d'huître. Donc quand on a découvert ça, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. La première idée n'a pas été la bonne. On a posé 1 m² de pavé, on a semé de l'herbe dessus. Ça n'a pas marché, parce qu'à un moment, ça ne peut pas pousser dans des pavés. Et ensuite, on a réfléchi à l'application de ce mélange végétal et ce mélange de coquilles sur autre chose. Et on savait qu'un autre enjeu de la gestion de l'eau, avant la gestion au sol, ça va être la gestion sur les toits. Plutôt que d'avoir des abats d'eau qui tombent sur les toits et qui vont se rendre ensuite dans les réseaux, le but, c'était de pouvoir créer un substrat végétalisé qui allait d'une part capter l'eau sur les toits et d'autre part laisser en fait la place à la biodiversité de s'installer en ville. Donc cette toiture, les plus qu'elle va avoir par rapport aux autres solutions qui peuvent exister, c'est déjà qu'elle bénéficie et qu'elle a besoin d'aucun arrosage. Donc c'est-à-dire qu'on a mis un substrat qui va être composé, nous, à 70% de coquilles d'huîtres et à 30% de compost végétal. Le tout fabriqué localement. Donc le compost végétal vient en fait des déchetteries vendéennes qui sont traitées à 1 km de chez nous et compostées. Donc on travaille encore une fois très localement. Et à ce mélange-là, c'est quelque chose qu'on va appliquer en vrac après avoir fait l'étanchéité sur un toit. Et on va y amender un mélange de 56 espèces. Ces 56 espèces, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment en fait un package de plantes qui va se développer. Donc dedans, vous avez vraiment des fleurs, des muscaries, des coquelicots, une vie qui va se développer, qui va pousser toute l'année et qui va vivre avec son cycle naturel. Donc, pour nous, une toiture qu'on doit arroser l'été pour qu'elle soit verte, ça n'a pas de sens. On va à l'inverse de ce qu'on doit faire dans la nature. Donc notre toiture a été conçue avec le mélange de plantes qu'on a fait pour que l'été, elle sèche naturellement. Et là, vous avez un toit qui va devenir blanc grâce à la coquille d'huître. Donc l'intérêt de ce toit blanc, encore une fois, c'est que vous créez ce qu'on appelle donc, de nouveau l'effet albédo. Donc en fait, vous allez permettre aux rayons du soleil d'être envoyés dans l'atmosphère et de ne pas chauffer les toits. Ça vous permet aussi d'aller faire en fait, des économies d'énergie, in fine, parce que vous allez pouvoir moins climatiser vos bâtiments. Et vous avez donc un apport calcium pour les plantes, vous avez une réserve hydrique naturelle avec la coquille d'huître, et vous avez surtout une légèreté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer le produit sur une quinzaine de centimètres d'épaisseur et rester dans des normes en fait, de poids assez limitées. Sur 15 cm d'épaisseur, on va être sur un poids aux alentours des 150 kg du mètre carré, avec une charge maximale en eau qui est aux alentours de 28%.
Donc c'est un produit qui a vraiment beaucoup d'intérêt. Ceux avec qui on a pu faire des projets aujourd'hui nous rendent compte de temps en temps des résultats et ils sont assez bluffés du fait qu'une fois qu'on l'a mis en place, on n'a plus rien à faire, la vie suit son cycle et c'est assez plaisant pour ces personnes-là. Voici un exemple donc de toiture avec déjà les muscarets qui sont en place. Et les intérêts, en fait, une fois que vous avez posé cette toiture, vous allez faire une amélioration de la qualité de l'air grâce aux plantes. Vous allez ramener la nature en ville avec une biodiversité naturelle qui va se développer. Vous allez avoir également une amélioration esthétique. C'est vrai que c'est plus joli d'avoir une toiture végétalisée plutôt qu'une membrane noire. Réduction des îlots de chaleur urbains, encore une fois, il y a des études qui avaient été menées avec en fait l'association d'une toiture végétalisée et de solutions perméables au sol. On pourrait théoriquement diminuer la température ressentie en ville de 3 à 4 degrés. Donc c'est des produits qui peuvent paraître bénins ou alors accessoires sur certains projets, mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on tend, avec ces chaleurs qui sont toujours plus intenses, ça peut être une des solutions quand même pour les îlots de chaleur urbains qui peut être très très intéressant. Voilà, donc là juste quelques photos. Ça n'est pas rajouté sur Photoshop, la petite abeille, je tiens à le préciser. Et sur les toits, c'est un substrat qu'on va mettre en vrac, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur la mise en forme. Ici, c'est un toit qui a été fait à Brain-sur-Alaune, juste à côté, et la volonté, c'était de pouvoir faire visiter en fait au public, donc c'est pour ça que vous avez une bande piétonne autour. Même si le substrat tel qu'il est, vous pouvez marcher dessus sans aucun problème, vous pouvez l'aménager, vous pouvez l'utiliser dans d'autres bacs, dans des jardinières, dans plein de choses. Nous, on est même en train de faire des tests autour de la permaculture avec des pépiniéristes. On se rend compte qu'en fait, on a un substrat qui est hyper fertile, et ça pousse plus vite dans notre substrat qu'un substrat adapté à la permaculture, donc on est encore en cours de plein de développement. Voilà. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci, très intéressant. J'avais, oui, une question. Le dernier produit que vous nous avez présenté, là, ce que vous appelez Vivarouf, c'est ça? C'est donc 70% de coquilles d'huîtres et 30% de compost végétal. Compost végétal. Le compost végétal est issu, quand vous taillez vos arbres chez vous, vous avez le droit d'aller les déposer à la déchetterie. Donc tous les déchets verts en fait, de Vendée sont compostés sur une plateforme qui est à 1 km de chez nous et c'est ça qu'on va mélanger avec nos coquilles d'huîtres pour en fait créer ce substrat de vrac. Le compost va permettre en fait une base de nourriture pour les plantes quand elles vont pousser et ensuite au fur et à mesure de la dégradation des plantes et du cycle naturel, le substrat va s'enrichir avec le temps. Donc c'est quelque chose qui est 100% naturel, 100% biosourcé et 100% recyclé également. D'accord. Et toujours par rapport à ce produit, vous disiez que donc il est prêt à l'emploi avec 56 espèces végétales. Tout à fait. Donc vous arrivez, vous l'installez sur les toits, c'est ça? Ouais, c'est un vrac en fait. Ouais, et ma question c'est, parce que vous disiez que ça améliorait la qualité de l'air. Oui. Donc les espèces sont spécialement étudiées pour améliorer la qualité de l'air dans n'importe quel milieu. Alors, et quelle est l'amélioration en termes de... Vous avez fait des tests de combien de pourcentage? Alors, aujourd'hui, on n'a pas fait de test là-dessus. C'est juste que c'est prouvé que ramener de la nature dans des endroits où il n'y en a pas, il y a un moment où vous avez un captage de CO2 et puis un assainissement de l'air qui est en train d'être fait. Sur le mélange de plantes qu'on a aujourd'hui, c'était un package de base qu'on avait proposé, donc 56 plantes. À l'époque où on avait fait ça, on n'était pas du tout des spécialistes du végétal. Et maintenant, on a commencé à apprendre. On s'est rendu compte que des abeilles, il y en avait plein en France, il y en avait 1000 espèces, que l'abeille de La Roche-sur-Yon, c'est pas l'abeille d'Angers ou l'abeille de Lyon. Donc on est en train de travailler avec des spécialistes du végétal pour en fait créer des packages adaptés notamment aux bandes littorales et adapter le plus possible aux milieux qui vont exister dans lesquels ça va être implanté. Donc on attend en fait de développer un peu ces packages là pour venir faire des tests. Ça c'est un produit qui est encore sous ATEX, on est en train d'obtenir l'ATEX avec le CSTB et il y a beaucoup de choses qu'on essaye de qualifier mais on n'arrive pas à qualifier. Typiquement en fait la réisolation d'un bâtiment, le fait de réisoler de 10 cm un bâtiment et le confort thermique qu'on va pouvoir faire à l'intérieur, les tests ou les protocoles de test pour aller vérifier ça ne sont pas encore tous disponibles pour nous ou existants, donc on essaye d'aller un petit peu là-dessus. Sur l'amélioration de la qualité de l'air, c'est vraiment en fait sur la présence du végétal dans un espace quasiment 100% minéral ou alors bétonné. Vous avez forcément en fait ramené un captage du CO2 à ce sujet-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup déjà. Moi, j'avais une question par rapport au FDES, savoir si c'était un process qui était en cours chez vous ou pas.
Alors c'est un process qui est en cours, les FDES c'est un petit peu piège pour nous parce qu'en fait ce que je vous ai pas expliqué là dans cette présentation c'est la démarche qu'on a en fait de A à Z. Aujourd'hui je vous ai juste parlé des produits mais en amont nous on a une démarche qui est en fait très très complète, c'est-à-dire que nous tout ce qui est greenwashing on essaye d'en rester très loin et notre démarche elle va jusqu'à comment on fabrique nos coquilles, comment on fabrique nos granulats. Donc par exemple aujourd'hui toutes les coquilles d'huîtres sont lavées exclusivement avec de l'eau de pluie. Les process industriels, c'est nous qui les développons et c'est nous qui les fabriquons quasiment qu'avec des machines recyclées. Donc on démonte en fait des usines, on va remonter des machines, on va les reprocess. Et aujourd'hui, on a même fait le choix d'investir. Donc on vient d'acheter fin décembre un site industriel pollué au plomb qui est abandonné depuis 15 ans, qu'on va devoir dépolluer, déconstruire, reconstruire. Donc la FDES, elle intervient dans ce process où en fait c'est une photo à l'instant T de l'entreprise, comment vous produisez. En gros, vous nous donnez 12 000 €, on vous sort un bilan et si demain vous avez changé votre moteur, il faut refaire le chèque initial. Donc étant donné qu'on est en train de dépolluer ce bâtiment, de tout reconstruire et de tout déconstruire, la FDES est un petit peu piège pour nous parce qu'on n'a pas ce chèque à faire toutes les semaines, mais on va quand même en faire une première, notamment un bilan préparatoire. Le but c'est que notre projet en fait, industriel est terminé fin 2026 et à fin 2026 on est sur des process qui sont optimisés, qui sont rationnels et qui vont pouvoir en fait nous délivrer une première FDES complètement validée, mais je pense qu'il y en aura une qui va venir d'ici là parce qu'on commence à être beaucoup sollicité, notamment par ces acteurs en bas là qui veulent, voilà, c'est bien de vendre des choses, c'est bien de le prouver. Donc là on a fait un rendez-vous la semaine dernière pour commencer à faire une première donnée, même si elle n'est pas parfaite, elle sera forcément meilleure que ce qui existe aujourd'hui, donc on est en cours. Ok, merci beaucoup. Et j'avais une autre question, plus comme vous dites que vous intervenez dans toute la France, oui. Est-ce que vous avez déjà eu des projets à Paris et qui devaient atteindre des objectifs par rapport au PLUB, du coup le nouveau PLUB, est-ce que alors PLUB, pas forcément. Alors c'est la dernière mise à jour du PLU de Paris et qui demande des... Un pourcentage de biosourcés, non ? Pardon ? Qui demande un pourcentage de biosourcés notamment ? Alors pas de pourcentage particulier, c'est plus au niveau de la gestion des EP, le pourcentage de surface végétalisée, ouais. etc. Donc c'était pour voir si vous avez déjà eu des sujets par rapport à ça. Alors on a fait des projets sur Paris, on en a fait plusieurs qui étaient pour certains des petits tests, notamment de ces entreprises-là où quand on ne nous connaît pas, on peut avoir un peu peur de nous, on se dit on va pas faire tout de suite un parking de 10 000 m² parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on a des petits projets, notamment vers le Valois où on a des petits stationnements qui ont été faits à droite à gauche. Là on a fait un parvis de gymnase à Colombes. On a fait un projet de 500-600 m² où ça s'est plutôt bien passé et justement ils avaient des gros enjeux au niveau de la gestion de l'eau, au niveau notamment des accès handicapés, tous les accès PMR. Nous on a un produit qui est hyper confortable pour ça sur le pavé, il n'y a jamais d'eau dessus, il est très antidérapant et on est en train de travailler là sur des projets, on ne peut pas forcément les mentionner, mais sur des projets qui sont sur aux alentours de 8 à 10 000 m² où justement les enjeux en fait, de Paris, c'est en plein Paris, les enjeux sont quand même très très importants et notre produit en fait est sélectionné là, pas tant pour la gestion des eaux, c'est quand même un gros sujet, mais notamment pour le pourcentage de biosourcés qu'on apporte au sujet et pour les normes HQE qu'ils vont chercher. Mais dans tous les cas, ça fait partie des solutions pour les PLUI, même nous dans nos régions à nous aujourd'hui. Même un particulier qui va créer un bâtiment ou qui va créer une maison n'a plus le droit de rejeter une goutte d'eau de sa parcelle. Un nouveau bâtiment avec la loi climat résilience, un nouveau bâtiment de plus de 500 m², les parkings doivent être perméables. Donc ça fait partie des solutions quand même qui quasiment dans tous les PLU français en fait, vont s'adapter. Je crois qu'il y avait une question derrière vous. C'était une question technique là. Vous avez dit 150 kg au mètre carré. Oui. Alors c'est gorgé d'eau ou c'est le... Tout à fait, c'est ce qu'on appelle en CME. CME, c'est charge maximale en eau en fait. Et donc on a une eau sur cette toiture, avant que le mélange végétal soit en place, on a une capacité de rétention d'eau de 26%, enfin entre 26 et 28%. Donc si on met 100 litres d'eau, il y en a 26 qui vont rester dans la toiture et qui ne vont pas être envoyés dans les réseaux. Et c'est ce poids-là qui est mesuré pour la CME. D'accord, donc il faut quand même quelque chose de costaud dessous pour soutenir. Alors aujourd'hui, 150 kg par mètre carré dans les toitures végétalisées, on fait partie des toitures légères. Les toitures, en gros, vous allez avoir des extensives, des semi-extensives et des intensives. Les plus légères sont entre 100 et 300. Celles du milieu entre 300 et 500 kg au mètre carré et les plus lourdes entre 500 et 1 tonne au mètre carré où là vous allez avoir de la terre, des arbres, des choses comme ça. Donc nous on est plutôt considéré comme une toiture légère, sachant que la préconisation on l'a fait pour 15 cm. Mais étant donné que c'est un vrac et la seule compétence qu'il faut avoir c'est de savoir manier un râteau, vous pouvez faire des toitures plus légères selon les contraintes de charge que vous pouvez avoir si vous faites de la requalification de bâtiments par exemple. Et quand on est sur de l'existant, comment connaît-on
La charge possible sur cette alors c'est des charges sur l'ouvrage. Il y a des bureaux d'études qui sont capables de les contrôler, de les voir. Généralement, si on n'a pas l'existant du bâtiment ou les permis de construire ou les premiers plans, c'est dur de maîtriser cette donnée-là. Donc après, il y a des données qui existent. Moi, je suis pas spécialiste des charges de bâtiment, c'est les bureaux d'études avec lesquels on travaille qui font ces calculs-là. Donc je vais peut-être pas bien vous répondre, mais je pense qu'il y a des calculs qui peuvent exister selon en fait les diamètres ou alors selon les tailles de support que vous allez avoir. Mais j'ai pas la donnée exacte à vous donner. Et autrement, sur l'autre norme que vous avez donnée, là, 540 litres hectare, ouais. C'est Pinops. Il vaut mieux avoir une pente pour que ça puisse ruisseler, parce que ça n'absorbe pas beaucoup. Alors ça, c'est la norme pour être perméable. C'est 540 litres. Nous, on n'est pas à 540, on est à 8000. Donc 8000 vous êtes à 1000 ou 8000 8000. 15 fois plus. Ah, ok. En fait, nous, justement, le ruissellement, aujourd'hui, c'est un problème. Parce que faire un ruissellement sur 1 mètre carré, c'est facile. Quand on fait le ruissellement sur 10 000 mètres carrés et qu'on met ça dans des avaloirs, on crée ce qui s'appelle des inondations quand il pleut beaucoup. Et aujourd'hui, pourquoi on a autant d'inondations un peu partout? Alors, pas partout, mais dans plein de régions, en fait, ou dans plein de villes, vous avez des inondations parce qu'en fait, on a, pendant des dizaines d'années, appris à l'eau à aller d'un point A à un point B avec le ruissellement, avec des avaloirs, avec des caniveaux. Mais ça, il y a un moment où ça ne marche pas tout le temps. Sur la perméabilité, si vous avez un doute, on est juste derrière. Il y a une petite cabine de démonstration où on envoie pas mal d'eau sur le pavé. Vous pouvez voir que ça passe tout de suite à travers. Vous comprendrez que le ruissellement n'est pas un problème chez nous. Oui, et puis l'autre notion, alors j'ai pas tout compris. Vous avez différents niveaux. À quelle charge résistent vos pavés? C'est ça. Selon l'épaisseur en fait, des pavés, on va avoir des résistances différentes. Donc le pavé le plus résistant qu'on va avoir, c'est un pavé qui fait 8 cm d'épaisseur. La norme s'appelle une norme T3-. Donc en fait, on va pouvoir résister au passage de 150 véhicules supérieurs à 3,5 tonnes par jour. Ça, c'est le pavé le plus résistant qu'on va avoir. Donc en gros, nous, notre entrée 44 tonnes est faite avec ce pavé-là. On prend des poids lourds toute la journée, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on va l'adapter aux usages. Si c'est pour l'entrée de chez vous, vous allez marcher dessus uniquement avec vos pieds, vous n'êtes pas 150 poids lourds par jour. Donc là, on va aller sur des poids plus légers, donc sur des épaisseurs aux alentours des 4 cm. D'accord. Merci. Par rapport au marché des matériaux biosourcés, justement, comment est-ce que vous vous placez? Enfin, c'est-à-dire que vous êtes les premiers dans ce domaine-là en termes de pavés. Alors nous, sur ce produit-là, on était les premiers. En fait, on a développé la solution de notre côté. Quand on a commencé à travailler sur ce produit-là, on a une école qui est basée à Caen, qui a développé le produit en même temps que nous. Et au moment où on voulait breveter notre produit, ils l'ont breveté en même temps, sauf qu'ils ont été un peu plus rapides. Donc plutôt que de se battre avec eux, en fait, on s'est rassociés ensemble sous le même brevet. Donc aujourd'hui, on est partenaires. Et il s'avère qu'il y a un autre acteur sur le marché aujourd'hui qui a le droit d'utiliser ce brevet-là, mais qui fait un produit qui n'est pas du tout dans les mêmes considérations que nous. Donc eux, en fait, le droit qu'ils peuvent avoir, c'est de mettre un granulat de coquille dans un pavé et considérer en fait, d'avoir le droit de fabriquer ce pavé s'il est perméable, sauf qu'ils n'ont pas du tout la démarche autour du bas carbone, autour du ciment bas carbone. Ils travaillent avec des ciments classiques, les granulats locaux ils ne sont pas locaux, et en aucun cas ils ont la gestion en fait, de l'amont. Ils n'ont pas toute la démarche qu'on a nous autour du lavage des coquilles, autour du sourcing partout en France, etc. Donc on est deux acteurs théoriquement sur le marché, mais en fait on a deux produits qui sont vraiment très concurrents. Eux font plus partie des acteurs qu'on entend souvent. Voilà, ils ont 150 produits dans la gamme. Et ils ont un produit un peu vert, donc il y a beaucoup de marketing qui est fait là-dessus, mais ce n'est pas celui qu'ils vont souvent vendre. Okay. Donc on est les seuls. Et sinon, en termes de coût du matériau, comment est-ce que vous vous placez par rapport à un matériau classique, on va dire? Alors, la question par rapport à un matériau classique en fait est un piège, parce que si je compare un pavé classique, le pavé ne gère pas l'eau. Donc si vous prenez juste le prix du pavé, je vais être plus cher, je vais être quasiment 2 fois plus cher, mais quand on fait des projets aux alentours des 500 mètres carrés ou plus, faut enlever l'assainissement, faut enlever la pente, faut enlever les caniveaux, faut enlever les pompes de relevage, et sur des projets conséquents, on arrive en fait à gagner de l'argent avec cette solution-là parce que autour de la gestion de l'eau, on va faciliter vraiment les éléments. Alors soit vous êtes sur un sol, ça dépend aussi des projets. Si votre projet est sur un sol perméable, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sur un sol imperméable, il va quand même falloir gérer l'eau, mais vous allez la gérer en fait en fond de forme, donc avec un coût bien moindre. Donc on va être plus cher à l'achat, mais en fait c'est une comparaison que je trouve toujours un peu injuste. C'est comme si je vous dis voilà, il y a deux voitures, il y a une Porsche et une Twingo. Oui, elles ont un moteur, elles ont 4 roues, il y en a une qui est plus chère que l'autre. Il faut voir aussi qu'est-ce que vous allez adapter avec ce produit-là.
Donc nous, sur les enjeux de gestion de l'eau, aujourd'hui, on a une solution qui est plus chère à l'achat, mais dans l'usage du produit, vous pouvez y gagner. Et le particulier peut également se procurer vos produits? Ouais, tout à fait. Le particulier, alors on travaille pas en direct avec le particulier parce qu'on a des contraintes en fait logistiques. Nous, on livre par palette et en semi-remorque, donc quand il y a ça qui déboule chez vous, c'est compliqué. Et c'est très souvent en fait des professionnels qui vont faire la mise en place. Donc nous, on travaille via un réseau de paysagistes. Donc là, on est en train de travailler avec un partenaire qui s'appelle Cupastone, qui a une quinzaine d'agences en France qui distribuent de la pierre naturelle et qui peut vendre en direct aux particuliers. Mais bon, bien souvent, quand vous allez faire votre aménagement chez vous, vous allez passer par un professionnel pour la mise en œuvre, et eux peuvent passer aussi sur ce réseau-là. Donc on a fait déjà pas mal de projets particuliers, mais on n'a pas de photos parce que les gens veulent pas forcément les montrer. Bonjour. J'ai une question concernant les pavés encore. En ce qui concerne l'infiltration. Je fais un petit break. Ou faut parler très près. Ok. Ouais, non, je voulais savoir concernant l'infiltration des végétaux dans les pavés. Je ne sais pas si sur le long terme, par exemple 20, 30, 40 ans, parce que je suppose que s'il y a un écoulement de l'eau qui se fait, il doit quand même avoir des espaces assez minimes, mais suffisants pour faire passer les végétaux, non? Les végétaux? Ouais. Du moins les racines ou autres. Ah, savoir si ça va végétaliser un moment? Ouais, c'est ça. Alors, encore une fois, c'est pas un pavé magique. C'est-à-dire que si votre fond de forme, vous êtes sur de la terre ou sur un fond de forme qui est très fertile, vous avez entre chaque pavé, le joint maximum qu'on va avoir, c'est 3 mm. Donc ce joint-là, si vous le mettez au sable et qu'en fait, il n'y a pas de protection en dessous, spécifique anti-racinaire ou quoi que ce soit, ça va pousser comme les autres pavés. Mais nous, c'est vrai qu'un pavé dans lequel il y a de l'herbe qui vient se mettre au milieu, naturellement sur un joint de 3 mm, pour nous, c'est pas un problème. Mais il y a des solutions en fait pour anticiper ça, notamment sous le lit de pose, vous allez pouvoir prévoir en fait un géotextile anti-racinaire, ce qui fait que vous allez littéralement couper la racine en fait en dessous le lit de pose, donc elle va pas repasser à travers le pavé. À un moment, la nature, on voit qu'elle fait quand même ce qu'elle veut. Il y a des arbres qui poussent sur des cathédrales, donc si vous faites rien pendant 40 ans, il y aura de l'herbe. D'accord, non, parce que c'est vrai qu'on voyait qu'on avait vraiment de l'herbe tout autour des pavés, donc on se dit qu'avec le temps qui passe, forcément... Avec la photo, ouais. Alors ça c'est en fait... Vous parlez de celle-ci, j'imagine? Ouais, c'est ça, exactement. Alors ça, en fait, c'est pas le pavé classique. Nous, le pavé, en fait, le plus habituel qu'on vend, c'est celui autour. Donc c'est un pavé qui est sans joint végétal, mais on a la capacité de le faire avec un joint végétal. Ça, c'est un projet qu'on a fait à Blois, on a fait 500 mètres carrés. Ça, c'est une solution qui existe déjà aujourd'hui. La plupart des solutions, en fait, pour désimperméabiliser les supports aujourd'hui, c'est un pavé en béton classique, mais vu qu'il n'est pas perméable, on fait passer l'eau à côté, donc dans les joints végétaux. L'intérêt en fait de notre produit dans une solution végétale, c'est qu'en fait on va avoir un joint beaucoup plus résilient. On l'a découvert par erreur, encore une fois, c'est un client qui nous a acheté ces pavés-là, qui les a posés chez lui, et il nous a appelé cet été en disant je comprends pas, votre place de parking où on en était, elle est verte, j'ai posé des pavés béton à côté, elle est jaune, elle est cramée. Et on s'est rendu compte que notre produit, en fait, de par sa perméabilité, quand il pleut énormément, l'eau passe à travers et ne va pas dégarnir le joint végétal, donc vous avez une végétation qui va durer. Vous êtes perméable à l'eau et à l'air, donc les racines vont pouvoir se développer sous le pavé végétal. Et vous avez aussi un stockage d'eau naturel qui se fait dans le pavé, parce qu'en fait la coquille d'huître, elle a 7% de perméabilité si vous faites rien dessus. Donc la moindre rosée, la moindre petite pluie, la moindre humidité va être stockée dans le pavé et redistribuée au joint végétal. Donc nous, notre spécialité, c'est les autres pavés, mais quand on veut végétaliser une surface, c'est la meilleure des solutions qui existent aujourd'hui par rapport aux autres environnements béton. Et sa couleur blanche fait en sorte que le pavé ne va pas chauffer, donc le joint ne va pas cramer l'été. Ok, et sur le long terme, le géotextile, Ça va être la dernière après, il y a quelqu'un d'autre, je pense. Le géotextile permet quand même de laisser passer l'eau tout en évitant de laisser passer... Alors quand on fait un joint végétal, on ne met pas de géotextile. Si on fait un joint végétal, on va laisser passer les racines. C'est si on fait un aménagement en fait, comme la place publique, là on va mettre un géotextile pour être sûr de ne pas avoir à désherber en fait, toute l'année. Okay. Si vous avez plus de questions, encore une fois, on est juste à côté, juste derrière pour répondre parce qu'il faut laisser la place au suivant. Merci bien. Merci à vous.